Entre Aronofsky et Trier, il faut choisir. Bon, c'était facile, mais bon, fallait bien une intro. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle double critique qui, comme vous le savez, donc est consacrée à deux films récemment sortis en salle et très différents. Je commence tout de suite en vous parlant de Cove Stealing, traduit en français sous le titre Pris au piège, qui est donc le nouveau film de Darren Aronofsky, avec dans les rôles principaux Austin Butler, Zoe Kravitz, Regina King ou encore Matt Smith et Liv Schreiber. Le résumé en quelques mots, donc Hank, un ancien joueur de baseball prodige, repenti depuis un terrible accident, travaille désormais comme barman dans un bar miteux new-yorkais. En apparence, sa vie semble plutôt agréable, son patron, ses collègues et ses clients le respectent, sa petite amie est plutôt jolie et intelligente, mais c'est sans compter sans son voisin Russ, un anglais punk, qui va prendre quelques jours de vacances et qui donc va demander à Hank de s'occuper de son chat. Oui, sauf que le problème, c'est que le Russ en question trimballe quelques casseroles derrière lui et que c'est le pauvre Hank qui va en être la victime. Alors qu'est-ce que je pense de ce nouveau Darren Aronofsky? Eh bien, ma foi, je l'ai aimé. Je l'ai même beaucoup aimé. Alors, on commence par la mise en scène. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est intense et ultra rythmée, et pour cause. Donc, Aronofsky a voulu lui-même s'être inspiré d'un film de Martin Scorsese, After Hours, qui n'est pas le plus connu, en tout cas du grand public, de ces films, mais qui, au rayon des cinéphiles, tiennent place prépondérante, hein. Donc, pour moi, bah, l'un des meilleurs films de Scorsese, hein, je veux dire à juste titre. Et donc, dans After Hours, bon, on retrouve l'idée d'un pauvre bougre qui va être amené dans une folle nuit new-yorkaise, à la différence près que dans le cas du film d'Aronofsky, le film va s'étaler sur 2-3 jours. Voilà, à peu de choses près. Mais en gros, on retrouve la même idée, hein, je veux dire, du personnage malmené bien malgré lui, entraîné dans une série de situations toutes plus rocambolesques et dangereuses, disons-le, les unes les autres. Et alors, ben voilà, donc la mise en scène qui suit un peu le rythme du scénario, donc en allant systématiquement d'un point A à un point B, en fonction des nombreux rebondissements, hein, parce que c'est un scénario, vous l'aurez compris, à rebondissement, et j'ai envie de dire qu'Aronofsky s'en tire avec les honneurs, quoi, dans la mesure où il arrive à jongler efficacement entre humour noir, violence sourde, et suspense, hein, parce que voilà, je disais tout à l'heure, donc il a voulu lui-même s'être inspiré de Martin Scorsese, bien que le scénario ne vienne pas de lui, hein, il s'agit d'un film de commande, voilà, d'un film de studio, mais il dit que sa principale source d'inspiration est donc le film After Hours de Scorsese, et on y trouve également des petites références aux comédies noires des frères Cohen, à ce côté comme ça absurde, voilà, bah, notamment à travers ces gangsters, juifs, voilà, entre autres. Et donc, voilà, donc la mise en scène est assez trépidante, assez efficace à suivre, on ne s'ennuie pas, une seule seconde. Donc on est clairement dans du divertissement au sens le plus pur du terme, hein, ce qui n'empêche pas, enfin je veux dire les thématiques, sombres d'Aronofsky de se mettre en place, et donc bah, ça me permet de passer au scénario. Alors, bah, je le disais, hein, on a un Aronofsky en apparence plus simple, pas plus mineur, mais plus simple parce que plus lumineux, plus, voilà, un petit peu plus «branché» entre guillemets sur l'humour, mais avec, néanmoins les thèmes récurrents d'Aronofsky. Alors déjà, on retrouve la thématique du personnage addict, hein, que l'on retrouve évidemment dans Requiem for a Dream, avec ses différents personnages bah, accros drogue dure, et pas que. Hein, la mère, rappelez-vous, jouée par Ellen Burstyn, dont la plus grosse addiction était la télé. On peut également citer son avant-dernier film, The Whale, avec Brendan Fraser dans le rôle d'un obèse fini, ou encore The Wrestler avec Mickey Rourke en catcheur vieillissant, bah, accro à l'adrénaline et au spectacle, au show must go on. Et ici, bah, on a Hank bah, qui est alcoolique, qui en fait est devenu alcoolique suite à un grave accident qui lui a coûté sa carrière de joueur de baseball, que du coup, bah, il a dû faire autre chose, et qu'on sent que malgré le fait que sa vie semble, entre guillemets, bien se passer, hein, bonne petite amie, travail respectueux, respecté, ben, on sent qu'il n'en a pas encore fini totalement avec son passé,
thème récurrent, hein, je veux dire des personnages d'Aronofsky et que justement toutes les pérégrinations qu'il va connaître lors de ces quelques jours mouvementés, enfin ces quelques journées, soirées mouvementées, vont l'amener à se dépasser, à en finir pour de bon avec son passé, pour enfin toucher à autre chose. Donc vous l'aurez compris, on est vraiment dans un grand récit, initiatique, hein, donc un personnage qui va devoir, littéralement, changer, de peau et alors là, on retrouve aussi, bah, un peu toute la patte d'Aronofsky, c'est à travers, bah, j'ai envie de dire les moments de violence parce que oui, il y en a. On sent que les coups font mal, hein, que ce soit les coups, de batte de baseball, les coups de pied assénés dans le ventre, les coups de feu. Donc on sent quand même que même si on est dans un style entre guillemets plus, bon moins désespéré, je vais dire, hein, que Requiem for a Dream ou The Whale, ben, on sent que voilà, on aimerait quand même pas être à la place de ce pauvre Hank, hein, quand on voit tout ce qui se prend littéralement en pleine tronche, et pas que physiquement, voilà. Donc voilà, un scénario, bah, qui se suit à 100 à l'heure, comme je le disais, à la manière du fameux After Hours de Scorsese et on sent qu'Aronofsky avec ce film, bah, il a voulu un peu, se faire une sorte de petite récréation, hein. Surtout que ces 2 derniers films, enfin avant-dernier film plutôt, donc The Whale et Mother, m'avaient avaient laissé quand même un petit peu, sur leur faim et d'ailleurs moi-même, j'ai pas été totalement convaincu par Mother. On sent qu'ici, il a voulu opter pour quelque chose de moins prise de tête, de fidèle à son style, tout en étant un peu plus léger et au final, bah, oui, bah, Cove Stealing a pris au piège ces 2 heures de bon divertissement efficace, avec en plus une excellente distribution. On a Austin Butler qui, pour moi, est l'une des coqueluches hollywoodiennes les plus, talentueuses du moment, hein, avec son physique comme ça à la Val Kilmer, son côté monsieur tout le monde, un peu, loser sympathique, hein, qu'il parvient vraiment à rendre crédible et attachant. Voilà, Matt Smith aussi en punk, voilà, en vieux punk bien déglingué, et puis comme je le disais, ces gangsters juifs, donc joués par Vincent D'Onofrio et Liv Schreiber, qui sortent tout droit de sortir d'un film des frères Cohen, qui sont à la fois décalés et menaçants. Donc voilà, donc une bonne petite surprise que ce Cove Stealing et si vous êtes allergique au style habituel de Darren Aronofsky, ben, j'ai envie de vous conseiller ce film parce que je me dis qu'il pourra peut-être, vous réconcilier avec ce réalisateur. Ce qui, je dois le dire, fut mon cas. Je passe maintenant donc, au 2e film de cette critique, à savoir Valeurs sentimentales, réalisé par, Joachim, Trier, avec dans les rôles principaux Renate Reinsve, Stellan Skarsgård ou encore Ellie Fanning. Alors, le résumé en quelques mots, donc Agnès et Nora, donc 2 sœurs, voient leur père débarquer après de longues années d'absence. Réalisateur de renom, ce dernier va proposer à Nora, comédienne spécialisée dans le théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Dès lors, le réalisateur propose alors le rôle à une jeune starlette hollywoodienne, ce qui va raviver des souvenirs de famille assez douloureux. Alors, qu'est-ce que je pense de ce nouveau film de Joachim Trier? Ben, pour être honnête, j'ai pas mal de réserves, mais aussi des choses intéressantes à en dire. Voilà. Alors, au niveau de la mise en scène, ben, on sent qu'elle est hyper travaillée, hein. Donc, on a pêle-mêle beaucoup, beaucoup de plans séquences, par ailleurs très bien maîtrisés, hein, très bien cadrés, très bien montés. On a une voix off aussi qui apparaît, de ci de là, par, un narrateur ou plutôt une narratrice neutre, hein, donc ce n'est pas un personnage, qui raconte l'histoire, voilà et on sent qu'il y a quand même un côté comme ça, très démonstratif qui a tendance, je trouve, à prendre le pas sur l'émotion. Alors, si vous avez vu le précédent film de Joachim Trier, Julie en 12 chapitres, qui avait déjà été acclamé, à Cannes, qui pour moi faisait partie de mes meilleurs films de 2021, qui était un film avec déjà Renate Reinsve dans le rôle principal. Ben voilà, un film qui était à la fois frais et en même temps qui pouvait parler à tout un chacun, hein. Un film dans lequel, Renate Reinsve jouait le rôle d'une jeune trentenaire, et donc la Julie, du titre, qui, ben voilà, avait ce côté un peu, adolescent, tout en essayant de se prouver à elle-même qu'elle pouvait être une adulte avec tout ce qui va avec, mais voilà, elle devait jongler entre, le fait de devenir vraiment adulte, et en même temps sa part d'adolescente qui restait en elle. Film vraiment, très touchant, m'avait profondément touché et ici on sent qu'avec Valeurs sentimentales, bah, il a vu les choses en grand, quoi, parce qu'il lorgne vraiment du côté pour le coup, d'Ingmar Bergman. Alors je reviendrai sur ce point-là dans l'aspect scénario,
Mais dans le côté mise en scène, voilà, on sent qu'il y a vraiment un côté, je le disais, tous ces plans séquences ultra millimétrés, remplis de surcadrage aussi, où c'est la maison, je veux dire, où il va mettre l'accent sur le fait que la maison, du film, donc la maison familiale qui va servir littéralement de témoin muet de toutes ces nombreuses disputes familiales, ces non-dits, ces fêtes familiales aussi, donc vraiment la maison comme capteur, comme témoin muet de tout cela, motif qui renvoie, enfin motif très bergmanien, j'ai envie de dire, hein, si vous avez vu, Scène de la vie conjugale, hein, par exemple, ou j'ai même envie de dire Cris et chuchotements pour prendre 2 films de Bergman qui utilisent la maison comme témoin de fortes tensions familiales. Et ici, ben, on peut le dire que, ben, voilà, quoi, il y a un effet quand même très tape à l'œil et je trouve un peu trop démonstratif avec tous ces plans comme ça de surcadrage. On va voir les personnages littéralement prisonniers des fenêtres de leur chambre ou de la cuisine, devant faire face à leurs émotions. Et voilà, en 2 heures de film, bah, ça revient, c'est pas toujours très utile à mon sens, hein, je dois bien le dire. Et comme je le disais, ça a tendance un petit peu camoufler, l'émotion. Donc c'est un petit peu comme si la technique prenait le pas, sur l'émotion, j'ai même envie de dire sur l'humain en quelque sorte. Mais voilà, donc, alors ça me permet de passer à la partie scénario. Alors on retrouve une grande idée de cinéma, à savoir le cinéma plus fort que la vie, un thème qui a été traité maintes et maintes fois par pas mal de grands réalisateurs. Alors les exemples les plus évidents, c'est Federico Fellini avec 8 et demi. On avait ce vieux metteur en scène joué par Marcello Mastroianni qui tournait son ultime film et qui en profitait pour, se remémorer de vieux souvenirs de cinéma. Ou encore La Nuit américaine de François Truffaut, on suivait littéralement un tournage se faire et se défaire au fur et à mesure. Ben ici, Joachim Trier, il reprend un peu l'idée comme ça du film dans le film, à travers la figure de ce vieux réalisateur joué par Stellan Skarsgård, et en plus se permet même un clin d'œil à l'industrie cinématographique contemporaine. Pourquoi? Ben parce que ce vieux réalisateur qui n'a plus rien tourné depuis 15 ans revient ici, enfin revient avec la volonté de faire un film, hein, donc il revient sur le devant de la scène. Et donc, comme il n'arrive pas à obtenir de financement, il va se tourner vers Netflix, qui est clairement mentionné dans le film. Une situation qui n'est pas sans rappeler, ben voilà, celle de certains grands réalisateurs de prestige, qui plus est des réalisateurs américains tels que Martin Scorsese ou Michael Mann, obligés de se tourner respectivement vers Netflix ou, dans le cas de Michael Mann, d'Amazon pour financer leurs films parce que considéré comme trop vieux ou alors obligé, dans le cas du personnage de Stellan Skarsgård, de s'arranger les services d'une nouvelle starlette hollywoodienne pour que le film se finance. Donc on sent qu'il y a quand même, un petit côté, piquant vis-à-vis, du cinéma actuel et j'ai même envie de dire vis-à-vis d'Hollywood, hein, vu que c'est voilà, on sent clairement que même si c'est pas dit comme tel, bah, il y a l'ombre, Scorsese et de Michael Mann qui est pas très loin, hein, quand même. Et ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien mené, quoi. D'autant plus que la jeune starlette hollywoodienne est interprétée par Ellie Fanning, qui joue justement un personnage, bah, très abordable et même, très sympathique, hein, et non pas le cliché de la diva hollywoodienne qui est bourré d'exigences. Non, non, ici, c'est un personnage vraiment très sympathique, très motivé, qui veut propulser sa carrière vers autre chose et sa relation justement avec Stellan Skarsgård n'en est que plus touchante. Alors je reviens également sur l'atmosphère bergmanienne que j'évoquais tout à l'heure, hein, à travers des films comme Scène de la vie conjugale ou Cris et chuchotements. Et alors, ben, j'ai envie de dire qu'on la retrouve à travers cette tension familiale. Alors, l'intelligence du propos est que Joachim Trier n'est pas tombé dans le cliché de nous balancer les figures, nous balancer les disputes familiales à la figure. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas de séquence de grosses engueulades, de crises de larmes ou d'hystérie comme on peut en avoir à tort ou à travers dans pas mal de films qui traitent des mots familiaux. Non, non, ici c'est tout en pudeur, en délicatesse. Alors on a peut-être par moments quelques petites piques un peu sarcastiques et caustiques, notamment à travers le personnage de Nora, interprété par Renate Reinsve, mais qui reste bienveillant, gentillet, on va dire. Donc voilà, donc on sent que tout passe par le regard et par l'interprétation, et j'ai envie de dire quelle interprétation, parce qu'on a donc le duo Stellan Skarsgård dans le rôle du père, hein, donc le vieux réalisateur, et de sa fille Nora, jouée par Renate Reinsve, qui est vraiment très touchant. On sent que les deux, alors je ne sais pas comment ils ont préparé leur rôle, s'il y a eu des répétitions ou pas, mais on sent qu'il y a une vraie alchimie entre les deux.
Les 2 se sont donné la réplique, enfin les 2 se donnent la réplique, de manière comme ça, très touchante, très naturelle, même si voilà, ils ne sont pas parents dans la vraie vie, hein, mais on sent que, on y croit, je veux dire vraiment à cette relation père-fille, brisée, qui tente de se reconstruire. On fait des efforts, mais en même temps, on est toujours dans l'ombre du passé, dans les remords, dans les regrets. Et ça, c'est plutôt finement travaillé. Ben, j'ai envie de dire, là où le film, pour moi, tire son épingle du jeu et trouve sa force, c'est clairement dans son scénario, quoi, dans la mesure où il arrive à développer tout un tas de thématiques assez lourdes, enfin assez lourdes dans le sens émotionnel du terme, hein, les disputes de famille, les non-dits et ce genre de choses. Et pour le coup, il le fait de manière contemporaine, hein. Je le redis, hein, le tacle vis-à-vis des réalisateurs contraint de se tourner vers les plateformes et cetera. Donc à ce niveau-là, ben, voilà, scénaristiquement, le film vole haut, j'ai envie de dire, mais malheureusement empoulé par une mise en scène, je trouve, beaucoup trop écrasante, beaucoup trop démonstrative. Là où justement dans Julie en 12 chapitres, on avait une mise en scène qui était assez inventive, avec des fois des je veux dire, des situations qui étaient présentées par des personnages de dessins animés, enfin voilà, des petites choses, des idées comme ça qui peuvent paraître toutes simples, mais qui en même temps allaient bien avec l'idée du personnage et de Julie, qui était un personnage comme ça, un peu immature, mais en même temps très attachant. Et ici, voilà, on sent qu'il a voulu trop bien faire, hein, Joachim Trier, en nous montrant comme ça des personnages ben, blessés, malmenés, avec en plus une photographie comme ça qui est pas toujours très colorée. Alors vous me direz, c'est un peu le principe, hein, c'est pas un film joyeux, faut pas que la lumière soit joyeuse ou quoi. Oui, mais il y a peut-être moyen, ils ont autre chose. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, Valeurs sentimentales reste un film néanmoins, intéressant à plus d'un titre, mais voilà, pour ma part, qui, a quand même, pas mal de petits points noirs, voilà. C'en est tout pour cette vidéo, spéciale double critique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces 2 films, si vous les avez vus ou pas, ce que vous en attendez. Voilà, on en débat comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur. Quant à nous, ben, on se retrouvera très vite pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut, ciao.